Bonsoir à tous, bienvenue en cette journée du lundi 11 avril 2022 à cette Zoom conférence qui sera consacrée à l'expérience partagée par Dr Sabrina Ben Essad en tant que pneumophysiologue à l'EPH d'Oran qui a eu à prendre en charge durant ces 2 années la pandémie du Covid au niveau de son service. Et elle a été une des premières en Algérie à appliquer le protocole que j'avais partagé avec le ministère de la Santé et qu'il avait validé. Je lui ai même rendu hommage au tout début. Donc, c'était lors d'une émission sur Canal Algérie le 28 avril 2020, en plein Ramadan. Donc, il y a 2 ans exactement, que j'ai partagé avec vous sur le groupe. Et donc, elle était déjà en pratique, donc depuis c'est-à-dire depuis le tout début, donc depuis le début des premiers cas en Algérie. Il faut savoir que depuis le 11 mars, il y a plus de décès par le Covid en Algérie, selon les statistiques officielles du ministère de la Santé. Donc, il y a eu une fois un décès, mais durant du 11 mars à ce 11 avril, les statistiques quotidiennes sont 0 décès, une ou 2 fois un décès. Donc, on peut dire qu'on est en fin de pandémie et on est rentré en endémie. Mais durant ces 2 ans, il y a eu l'expérience, le partage et pour rendre hommage un petit peu à tous les médecins qui se sont sacrifiés dans leur mission, leurs obligations, leurs devoirs. J'ai pris comme modèle Dr Sabrina Ben Issaad, donc en son nom et au nom de tous les médecins. Donc, je rends hommage à tous les sacrifices, sans oublier ceux qu'on a perdus durant ces 2 ans. Chacun a plein de connaissances, de médecins qu'on a perdus. Donc, pour ma part, j'ai beaucoup d'amis qui sont passés ils sont décédés, ils ont eu des complications par le Covid. Euh, le, donc, il y a il y a eu ceux qui n'ont pas eu le bénéfice d'avoir la vie sauve. Il faut savoir que le décès, c'est une affaire de destinée, de destin. Et donc, par rapport à la prise en charge, on en parlera aujourd'hui. Et donc, je remercie Dr Sabrina Issa d'avoir accepté l'invitation. Je remercie Dr Maha Chaïb d'avoir cette conférence. Je remercie tous les participants pour leur présence, pour leur confiance, leur assiduité. Et donc, j'invite Dr Sabrina Ben Issaad d'abord de se présenter, puis de partager avec nous, quelque part, ces 2 années, les anecdotes, les moments forts, les moments douloureux, les émotions, le volet pratique et voilà, un témoignage de sa part. Donc, je souhaite bienvenue à Dr Sabrina Ben Issaad d'Oran, pneumophysiologue à l'EPH. Je lui souhaite bienvenue et la parole est. Voilà, bienvenue, merci. Merci beaucoup, Elias. Eh bien, écoutez, comme vous l'avez dit, je suis pneumophysiologue, je suis Dr Saad Sarina. Je suis pneumologue à l'EHU d'Oran, donc l'établissement hospitalo-universitaire d'Oran, qui est, disons, à Oran, on a le CHU et l'EHU, c'est 2 structures distinctes, mais à peu près de même envergure. Et, euh, je suis pneumologue et par la force des choses, je me suis retrouvée à être engagée à 100% dans le Covid depuis ces deux dernières années.
Donc, ça s'est fait de fil en aiguille. C'était pas choisi, j'avoue. Mais au bout d'un moment, on pouvait plus quitter le bateau parce que c'était une question de vie ou de mort finalement pour la plupart des patients qu'on prenait en charge. Et donc, voilà, moi et certains de mes collègues avons décidé de nous consacrer à ça à 100%. Voilà. Donc, bon, je mentionnerai que je répondrai à toutes les questions qui pourront être posées. Je vais commencer par relater un petit peu ce qui s'est passé durant ces 2 dernières années. Déjà, il faut comprendre que je pense que tout le monde l'aura ressenti, parfois même de façon très personnelle, c'est que les vagues ont été d'une intensité diverse. La première vague, la deuxième, la troisième et la quatrième n'étaient pas pareilles. Mais globalement, je dirais que je ne suis pas mécontente, disons, pas à 100% en tout cas, mécontente de la gestion globale qu'il y a eu dans ce pays, finalement. Surtout lors de la première vague, là où par rapport à l'utilisation du plaquenil, qui était un excellent protocole avec beaucoup de recul, mais qui avait l'inconvénient de devoir être introduit précocement. Donc, comment j'ai pris connaissance du protocole de Elias et de finalement mon premier rapport avec l'orthomoléculaire, c'est que on avait été engagé à la prise en charge d'une pathologie qu'on connaissait très mal et que on avait des patients qui allaient de plus en plus mal et qu'on ne savait pas traiter. Il y avait énormément d'incertitudes. Est-ce qu'on peut donner des corticoïdes? On ne peut pas. Est-ce qu'on peut donner des INS ou pas? Est-ce qu'on doit donner des anticoagulants ou pas? Tout était incertain, même ce qui est maintenant une évidence. Il faut rappeler qu'en février, en mars, on décriait encore l'utilisation de la corticothérapie, alors que maintenant, on se rend compte que c'est absolument primordial. Donc, on voyait ces gens souffrir devant nous, on ne savait pas quoi faire. Et ce qu'il y a de bien, quelque part, c'est que comme personne ne savait, donc on avait certaines libertés à, à essayer bien sûr, dans la limite dans les limites de ne pas nuire, bien sûr, primum non nocere. Et donc j'avais pris connaissance du protocole, surtout à base de vitamine C, de vitamine D, de magnésium de lysine. Et ce qui nous a marqué, c'est que c'était des protocoles qui étaient quand même assez rigoureux. Il fallait une présence assez rapprochée avec les patients, parce que c'est par exemple la vitamine C, c'est une prise une fois par heure ou par 2 heures. Il faut surveiller l'émission de sel. Donc, mais vu le caractère aigu des patients, il y avait une présence paramédicale qui était intéressante. Donc, on a pu instaurer ces protocoles et on a vu des malades aller mieux. C'était extrêmement prometteur. Et c'est la première fois où là, j'ai senti qu'on pourrait peut-être apporter quelque chose à ces patients. Donc, là, c'était mon premier engagement envers eux. Euh, nous, en fait, c'est la peur. C'est la peur qui nous a le plus marqué. Encore une fois, j'ai pas envie de verser dans un monologue. Dans un monologue, j'aimerais bien recevoir n'importe quelle intervention, que ce soit de Monsieur Burley, de Maha ou d'un autre intervenant, il n'y a pas de souci par rapport aux questions. Mais s'il n'y a rien, je continuerai à parler de ces 2 dernières années. Parler, réduire, laisser tout ce qui s'est passé, c'était extrêmement riche en bonnes et en très mauvaises expériences. Euh, Beaucoup de gens ont énormément souffert, que ce soit dans le corps médical, paramédical, ou même au niveau des malades et des parents de malades. Euh, on a,
En fait, la sensation que nous avons eue, c'était que nous étions sincèrement et véritablement enrôlés dans une guerre. Ça, on a fini par le sentir. On avait un système particulier, c'est que en fait, pour réduire la pression sur l'hôpital, il y avait énormément de malades à l'EHU. Encore une fois, c'est une grosse structure qui prend en charge plusieurs centaines de malades. Donc, c'est un hôpital de 500 lits, si je me... Voilà, un peu plus de 500 lits. Et les autres pathologies, les malades souffrant d'autres pathologies souffraient. Parce que le Covid. Docteur Sabrina, votre micro, s'il vous plaît. Ça fait longtemps qu'il est désactivé? C'est bon. Non, non, juste quelques secondes. Très bien. Oui. Vous faites bien de le signaler. Oui, Donc, oui, continue. Très bien. Donc, il faut savoir que comme l'hôpital avait été complètement submergé par le nombre de malades croissants et que les patients non Covid souffraient de ne plus avoir accès à l'hôpital parce que tout était réservé pour le Covid, c'est quelque chose qui a été observé dans toutes les structures qui ont été vouées à l'accueil de Covid. On a Oran, apparemment, c'était comment dire, une démarche assez singulière dans le pays, d'après ce qu'on nous a expliqué au ministère, c'est que Oran avait, en tout cas l'EHU, avait déployé 100 personnels dans une structure, un hôpital qui était en construction, qui n'était pas terminé, qui était à 90% de ses travaux. Et nous avons transféré 100% de l'activité Covid dans cet établissement-là. Et donc, tout s'est concentré là-bas. Donc, ça, c'était quelque chose, déjà une démarche qui a pu un petit peu délocaliser le problème. C'était bon pour les patients non Covid parce qu'ils avaient accès à des soins à peu près normaux et ça permettait aux patients Covid d'être pris en charge au même endroit. Donc, depuis ce jour-là, des équipes fixes, finalement, parce que c'était des équipes fixes qui travaillaient là-bas, ont pris en charge des milliers de personnes. Malheureusement, on a dû déplorer certains des décès, bien sûr. Surtout parmi, bien sûr, ceux qui nous ont le plus touchés, c'était parmi le personnel soignant. Ça, c'était extrêmement dur. Celui qui nous a le plus touchés, finalement, c'était le directeur lui-même de l'établissement. C'était un homme d'un certain âge, de 67 ans, et qui était extrêmement engagé. C'était quelqu'un qui n'avait peur de rien, qui avait fait le Covid 3 fois, qui avait lui-même défoncé les portes de cet hôpital justement pour pouvoir y déployer ses équipes pour pouvoir prendre en charge les patients le mieux possible, avec la plus grande capacité possible. Et on le voyait tous les jours engagé, et il a fini par mourir du Covid lui-même, un an après l'ouverture de cet hôpital. Donc, j'en parle parce que c'est quelque chose C'était un des moments les plus durs, finalement, pour nous, parce que c'était comme une armée qui perdait son capitaine. C'était exactement cette sensation. Tous les autres, c'était nos compagnons de combat, et on pleurait on pleurait la perte de notre capitaine. Donc ça, c'est une des expériences les plus particulières qu'on a eu à vivre. En fait, c'est vraiment le rapport qu'on a avec l'autre, avec le patient, avec sa famille. C'est différent de celui qu'on a d'un patient mourant en période normale, si vous voulez, hors pandémie. On a tous eu des patients graves dont le pronostic vital était engagé. On a tous senti cette tristesse finalement de voir qu'on perdait un patient, mais le voir et le sentir dans un contexte
d'alarme finalement, où tout le monde est en alarme, tout le monde a peur, ça donne une mesure encore plus dramatique à la chose. Voyez. Donc, c'est pour ça que nous, on avait l'impression que mourir du Covid et mourir d'autres choses, c'était pas tout à fait pareil par rapport à la perception, bien sûr, de l'autre, par rapport à la perception de la famille. Les gens étaient dans le refus, dans le rejet, non, mais c'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. D'où vient ce virus? Pourquoi nous prend-il notre frère, notre père, notre sœur? Donc, il y avait cette incompréhension, parfois une violence qu'on ne voit pas d'habitude, qu'on ne voit pas du tout d'habitude, qu'on ne voit pas forcément dans d'autres contextes tout aussi dramatiques. Bien sûr, il y a aussi la satisfaction, finalement, il y a aussi une certaine satisfaction à travailler dans ce genre de contexte, parce on a c'est assez difficile à décrire. C'est une satisfaction de contribuer à quelque chose finalement de dramatique, oui, et un peu plus difficile que d'habitude, parce qu'on sort complètement de sa zone de confort, de son habitat habituel. Euh, mais, euh, mais finalement, avec le recul, euh, durant ces 2 dernières années, ce qui a été le plus difficile, c'est ça, en fait, c'est l'adaptation. C'est de s'adapter à des situations méconnues, à des situations nouvelles, à des incertitudes de point scientifique. Et voilà. Donc, pour ce qui est, ça c'était pour tout ce qui est le ressenti. Il y a eu des périodes plus compliquées que d'autres. Vous savez, des anecdotes, c'est que en juillet, vous savez que juillet et août, ça a été les périodes les plus dures finalement de toutes ces 2 dernières années. Juillet et août dernier, on avait les patients, on n'arrivions plus sur le plan régional. Hein. Sur le plan régional, on n'arrivait plus à placer les patients. Les patients qui nécessitaient une prise en charge hospitalière n'y avaient pas accès parce qu'il n'y avait pas de place. Euh, on devait choisir qui rentre et qui ne rentre pas. C'était une des choses les plus dures parce que tout le monde arrivait dans des états critiques. Tout le monde. Tous ceux qui prenaient la peine de venir à l'hôpital arrivaient dans des états tout à fait critiques. Et parfois mouraient à l'entrée de l'hôpital en attendant de pouvoir avoir accès juste à l'entrée de l'hôpital. Il y a eu une nuit où on a sorti des cadavres de leur voiture jusqu'à 5, 6, 7 en une seule nuit. Des gens qui n'avaient même pas eu le temps d'arriver à l'hôpital, d'arriver à l'intérieur de la structure. Et le manque de beaucoup de choses, le manque de vitamine C, surtout, le manque de médicaments, d'antibiotiques, d'anticoagulants, d'oxygène. Ça a été quand même, bien sûr, d'abord difficile pour les parents eux-mêmes, parce que c'était eux qui souffraient le plus de voir leurs parents, d'être désemparés, d'avoir les mains totalement liées. Et puis pour nous, parce qu'on voyait ça encore et encore et encore, et on devait expliquer aux gens que nous ne pouvions absolument pas les prendre en charge, parce qu'il y avait... en fait, c'est la balance. Vous avez des malades dans une structure, et plus vous en rajoutez, plus vous baissez, vous réduisez la qualité de soins que vous pouvez apporter à ceux qui sont déjà là. Que ce soit en termes de qualité de soins du personnel, parce qu'il n'y en a pas assez, et que ce soit surtout en quantité de médicaments et en quantité d'oxygène. Puis en rajouter un, la quantité d'oxygène diminuée, la pression en oxygène. En rajoute 2, il y en a encore qui descend. Donc c'était le choix. Est-ce que donner le choix le plus dur, parce que le lit ne manquait pas forcément, il y avait assez de lits, mais il n'y avait pas assez d'oxygène pour tout le monde.
les structures ne sont pas, les structures hospitalières ne sont pas conçues pour délivrer de l'oxygène, à plusieurs dizaines de personnes à haut débit en même temps. Vous savez, quand on construit un hôpital, voilà, par exemple, celui-ci, c'est un hôpital de 240 lits. On réduit, on répartit les pressions en calculant que vous allez avoir un service de réanimation, un service de pneumologie avec une dizaine ou une quinzaine de malades sous oxygène à haut débit, un service de réa chir éventuellement sous oxygène, et puis c'est tout. Donc, en tout, dans un hôpital de 240 lits, par exemple, eux, ce qui est calculé, c'est en termes de tuyauterie, hein, c'est pour délivrer l'oxygène. Ils calculent sur une vingtaine, une trentaine maximum de malades. Nous, sur cette vingtaine, trentaine, on avait 100, 120, 150. Donc, ça dépassait complètement les capacités de la structure. Et vous aviez des pressions en oxygène qui passaient, par exemple, de 4 bars à 0,5 bars, c'est-à-dire rien du tout. Vous avez de l'air qui arrive, c'est même plus de l'oxygène. Donc, en fait, c'est ça qui était le plus dur, je dirais. C'était bien sûr, la première chose, c'était la perte de nos confrères, la perte aussi parfois de membres de la famille. Et le deuxième, c'était ce choix dans finalement l'admission des patients. Est-ce que je donne un petit peu de chance à le maximum de gens, mais je réduis celle des patients qui sont déjà là, ou bien j'augmente les chances de survie des patients que j'ai déjà à l'hôpital, mais je condamne tous ceux qui sont dehors. Donc, هذه كيما نقولوا je pense que c'est une مسؤولة سؤال تاع فلسفة. Il y a pas de c'est de l'éthique, c'était extrêmement dur. Finalement, notre choix s'est porté sur la première option. C'était qu'on disait qu'on était responsable de ceux qui sont déjà là, c'est-à-dire de leur donner un minimum, je dis bien un minimum, hein, ce n'était pas du tout optimal, mais un minimum d'oxygène, de pression en oxygène par rapport au nombre qui était déjà présent, et ne pas prendre ceux qui étaient à l'extérieur et les orienter vers d'autres structures, tout en sachant que les autres structures aussi euh, étaient remplies au maximum. La chose par contre, qui était bien, c'était que il y a eu cette ouverture, euh, pas vers l'orthomoléculaire, parce que les gens n'étaient pas vraiment conscients que c'était de l'orthomoléculaire, mais vers l'utilisation des antioxydants. La vitamine C en poudre a quand même montré ses limites au bout d'un moment, parce que les patients allaient trop mal parfois même pour pouvoir se permettre de retirer, on ne pouvait même pas se permettre de retirer leur masque. Ils étaient conscients, ils étaient pas intubés, mais on ne pouvait pas se permettre de retirer le masque, ouais, pour leur donner un verre d'eau. Donc, on n'arrivait pas à assurer un apport en vitamine C par voie orale conséquent. Beaucoup de malades étaient âgés. Vous savez certainement que les sujets âgés ont tendance à très mal absorber la vitamine C, à avoir des diarrhées assez plus précoces, plus vite que les autres. Dr Barley pourra peut-être me corriger ça, si ce n'est voilà, si ce Plus n'est pas tout vite, à fait donc ça. plus efficace, hein. Parce que Pardon? l'objectif, c'est le plus vite, donc plus efficace. L'objectif, c'est la diarrhée initiale. Donc, il répondait rapidement, mais c'est-à-dire, bon, ce n'était pas possible de donner chaque heure parce qu'à l'instant même où la diarrhée se présente, c'est que la saturation est arrivée. Donc, c'est la dose à laquelle on se limite, c'est-à-dire ce jour-là. Voilà. Euh, Très certainement. Non, mais justement, c'est que avec le temps, on s'est rendu compte qu'ils avaient besoin de doses de vitamine C bien supérieures. On sentait qu'ils avaient besoin de plus, parce que les jours où on arrivait à en donner plus, ils allaient un petit peu mieux. Vous savez, c'est quelque chose de très facile c'est la saturation qui remonte, c'est le patient qui sent qu'il arrive à respirer un petit peu mieux. Parfois même la CRP, c'est surtout la CRP, le marqueur finalement principal de Covid, c'est la CRP.
Lorsque vous avez une CRP à 3 chiffres, vous savez que ça ne va pas du tout, que le patient est à risque véritable de décès, même s'il va bien, mais il risque vraiment de s'aggraver dans les jours qui suivent. Et on voyait cette baisse spectaculaire de la CRP chez les patients qui recevaient parfois plusieurs dizaines de grammes. Est-ce que la Donc, vitamine E était associée quand la CRP était élevée? la vitamine E, Oui. la vitamine E, oui, elle était Ouais. associée. Écoutez, enfin moi surtout en fait, et ce que j'ai réussi à faire utiliser par mes équipes, parce que finalement j'étais le médecin responsable de l'hôpital et j'avais avec moi principalement des médecins généralistes. En tout, on était quand même, ils travaillaient avec moi 35 médecins généralistes. Donc tous, on avait fini par utiliser un protocole antioxydant avec, avec plus ou moins de régularité. Parce qu'il y avait beaucoup, vous savez, avoir une rigueur avec énormément de, comment dire, d'imprévus, les démissions, les périodes où on arrivait, c'était à peine si on arrivait à on s'occupait plus des arrivées, de traiter les détresses respiratoires, les arrêts à l'arrivée. Donc, il y a eu des périodes, effectivement, où on avait du mal à avoir un réel suivi de l'évolution des patients. Mais globalement, on donnait de la vitamine C, de la vitamine D, de la vitamine E, Ouais. du zinc et du Et magnésium. est-ce que la vitamine D, est-ce qu'il vous arrivait de donner en urgence 200 000 unités 2 fois par jour pour les cas, c'est-à-dire en détresse, pour essayer de donner la dose starter pour permettre d'éviter le déficit majeur en taux de vitamine D? Non. Alors, 200 000 2 fois, jamais. J'ai donné 200 000 tous les jours, oui. Très bien. OK. 200 000 tous les jours, oui. 200 000 2 fois, non. Mhm. Faut comprendre, faut se mettre dans un contexte hospitalo-universitaire où, Oui. dans un EPH, c'est peut-être plus facile parce que il n'y a pas l'œil du cyclope, l'œil comment dire, des grands, des professeurs, des chercheurs, où on a encore l'impression que la vitamine D, c'est maximum 50 000 par semaine pendant 2 mois maximum dans la vie, parfois. Donc, c'était des doses qui étaient très difficiles à intégrer. Et déjà Mais là, 200 000 unités déjà chaque jour, c'est une excellente dose thérapeutique. Mais là, je parlais des urgences parce que à Blida, à Ain Nadja et à Al-Qatar, ils ont utilisé pour des cas où le pronostic vital était engagé, donc de la Mhm. vitamine D en sublingual, 200 000 unités 2 fois par jour pendant 3 jours. Et donc, ça permet, disons, quelque part, d'assurer une certaine sécurité. Mais même 200 000 unités chaque jour, c'est un excellent protocole. Mais là, je parlais de certains cas où le protocole vital Urgence. était engagé. Hein. Donc, Le c'était pronostic, oui. style coma ou donc ils ont utilisé la voie sublinguale. Ben, elle avait donné d'excellents résultats. Voilà. Alors, Pour si vous voulez, viser. c'est vrai que lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui est en train de mourir finalement, vous, Voilà. vous avez plus tendance à oser. Parce que vous en avez vu, vous êtes dans un contexte où Voilà. vous avez vu 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40 malades dépérir et partir finalement, malgré tous les soins, disons, les soins conventionnels. Et vous vous dites, au bout d'un moment, en fait, j'en ai marre, je vais essayer autre chose parce que ce que vous me dites de faire, ça ne marche pas. Donc pourquoi, en fait, on a plus misé sur la vitamine C parce Ouais. que globalement, c'est la vitamine qui semble être la plus facile à manier en haute dose. Globalement, la vitamine C fait moins peur que la vitamine D.
Oui. Oui. Donc, on a l'impression qu'elle est pratiquement, qu'elle n'a aucun effet secondaire. Bon, bien sûr, on était un petit peu embêtés avec cette histoire de déficit en G6PD. Donc, on se limitait on ne dépassait pas les 24 grammes, parce qu'on avait l'impression que si on arrivait à 25, on avait peur des anémies hémolytiques. Voilà, ça fait peur, surtout quand on a affaire à des gens qui ne vont pas du tout bien et chez qui on n'a pas le temps d'intervenir s'il y a un problème. Donc, on sentait qu'on avait plus de marge de manœuvre avec la vitamine C, niveau prudence, que la vitamine D. D'autant plus que la vitamine D, on peut la doser. Donc, Oui. on a eu des patients qui étaient effarés parce qu'ils avaient fait un dosage et qu'ils s'étaient retrouvés à 250 et que les gens criaient, mais on va vous tuer, qu'est-ce que vous en faites? Donc, euh, Et donc, la vitamine C, finalement, ce n'est pas quand c'est dosable. à 250 ou bien même 450, donc jusqu'à 460, c'est juste que c'est un stock de vitamine D et qu'il faut associer un apport en magnésium B6 plus élevé ou magnésium tout court pour assurer cette absorption et cette utilisation de vitamine D. Voilà. Oui, ça c'est quelque chose que nous, on a observé, c'est qu'on avait des patients qui étaient à 240, 250 et qui n'avaient aucune symptomatologie particulière d'hypercalcémie ou de déshydratation ou bien, mais globalement, vous avez, même si vous le savez, moi je le sais, mais dans la pratique médicale courante, ça c'est considéré comme des doses tout à fait anormales et donc qui peuvent prêter à confusion. Donc, Ouais. par contre, la vitamine Et ça C, doit elle, changer. n'est pas, la vitamine C, elle, n'est pas dosable, pas facilement, c'est pas en coutume en tout cas. Et est-ce que Et la en chimie plus, des urines de finalement, la vitamine c'était C, oui, est-ce que le dosage de la vitamine C au niveau de la chimie des urines, vous avez pu la faire? Parce que non. quelque part, quand on a des traces de vitamine C, ben, on a quelque part atteint la dose thérapeutique efficace, personnalisée. Non, j'ai jamais réussi à avoir des bandelettes, Paramètres, voilà. diagnostiques Les bandelettes à avec 11 les paramètres paramètres. qu'il fallait. J'avais beau essayer de trouver des multistics avec tous les acides On ascorbiques, va j'ai jamais offrir trouvé. à l'EHU d'Oran les bandelettes multistiques. Hein? Voilà, parce Voilà, que ouais. J'ai ameuté ça même les existe pharmaciens et ça doit mais que être je présent. connaissais. Oui. Non, ça existe chez certains grossistes en Algérie. Ils ont les bandelettes à 11 paramètres où il y a la bandelette de vitamine C, c'est important. Et une boîte de bandelettes, il y a 100 bandelettes. Donc, c'est Mhm. vraiment, Oui, oui. c'est-à-dire, on peut l'utiliser pour 100 patients ou bien pour 100 prises, donc nombre de jours. Et ça permet parfois de réduire la dose de vitamine C et d'avoir juste la dose thérapeutique efficace. Mais avec la diarrhée, on a également l'autre versant pour savoir si on est en dose efficace. Donc, il n'y a pas de problème. Ou diarrhée ou trace de vitamine C dans les yeux. Oui, j'ai pas eu la chance d'avoir accès à ces bandelettes-là, mais en tout cas, notre impression, c'était que globalement, pris à part, magnésium seul, vitamine D seul, vitamine E seul, à haute dose, ça suffisait pas. Pas pour des cas sévères. Pas du tout. Il Pas du tout. faut associer, ça marche ensemble, il faut les associer tous. Tout à fait. Mais la vitamine C, finalement, c'est la molécule primaire. C'est-à-dire qu'il faut, c'est ce qu'il y a à introduire le plus précocement et à haute dose. On a eu grâce à un don d'une personne qui nous avait don de plusieurs dizaines de boîtes de vitamine C dosées à 10 grammes. C'était, vous Oui, savez, quand on les a en ampoule ramenées injectable, hein. Ça en fait ampoule plaisir. injectable. Vous savez, quand on nous les a ramenés, on a tous écarquillé les yeux. On avait l'impression d'avoir reçu un trésor. La malle était pleine de Un vrai vitamine C. trésor. On avait peur que ça soit monnayé, donc je les ai cachés il faut voir, au fin fond de D'accord. l'hôpital. Wallah, en plus, il fallait que ça soit réfrigéré, donc c'était toute une logistique. Et C'est ce qu'on... D'ailleurs, pour la petite anecdote
Sabrina, en 2013, pardon, j'avais reçu le professeur Atsuo Yanagisawa et j'avais dit à la télé il viendra un jour où la vitamine C sera un produit stratégique de sécurité nationale. Et donc, finalement, je l'ai dit en 2013 et en 2020-2022, c'était une réalité. C'était vraiment un produit de stratégie, comment dirais-je, un produit de sécurité sanitaire stratégique. Oui. Non, on l'a ressenti parce que lorsque, en tout cas, le stock, quand ce stock est venu à s'épuiser, et qu'on a essayé encore via des dons à s'en procurer, il n'y en avait plus du tout sur le marché. Même les importateurs n'en avaient pas à disposition. On était extrêmement désemparés. On sentait qu'on avait perdu notre cheval de lance. Ça a été compliqué. À savoir que, juste pour que ce que je vois que Dr Anissa Ali Pacha a souligné le fait que dans d'autres structures, il était difficile d'introduire les mégadoses. Écoute, bon, là, il y a le contexte qu'on était excentré, on n'était pas au cœur de l'hôpital. C'est vrai qu'on était dépendant de la grande structure, c'est-à-dire l'EHU, la big structure, mais on était excentré, donc on avait une certaine flexibilité. Et en plus, notre directeur, M. Mansouri, nous avions exposé le protocole grâce à des études, grâce à des preuves d'innocuité, mettant aussi en avant le côté économique, parce que la vitamine C, ça ne coûte pas cher comparé à d'autres produits d'utilisation courante à l'hôpital. Et voilà, il avait été extrêmement sensible à notre discours. Et puis, il fallait finalement sauver ces patients. Il fallait essayer des choses à partir du moment où ça semblait être plus ou moins efficace et surtout pas dangereux. On pouvait se permettre d'essayer de sauver ces gens. Nous avons eu des jeunes de 30 ans, de 24 ans, de 40 ans, de 50 ans. C'était des drames. Bon, ils avaient pour l'écrasante majorité des facteurs de risque importants, surtout l'obésité. L'obésité, c'est une catastrophe. Avec le Covid, c'est terrible. Mais en tout cas, justement, parce qu'il y avait cette notion de gravité, il y avait une certaine acceptation du protocole de mégadose de vitamine C. Mais même, donc lui, il était disposé à en commander via la pharmacie centrale de façon tout à fait officielle, mais elle n'était pas disponible. Il n'y avait que les ampoules de 500 mg, et même celles de 500 mg étaient non disponibles à la PCH. Moi, je savais que 500 mg... Pardon? C'était du Lego avec 500 mg parce qu'il fallait beaucoup d'ampoules pour faire une perfusion. Impossible. Alors Voilà, qu'avec 10 grammes ou 25 grammes. Et ce qui est dommage, c'est qu'en 2013, lors du passage sur Canal Algérie, j'avais lancé un appel à Saïdal en disant que ça serait intéressant que Saïdal produise la vitamine C à 25 grammes. 25 grammes sur 50 millilitres, parce qu'elle a déjà produit la vitamine C en comprimé. Et comme dans toutes les pandémies, on pourra avoir besoin de la vitamine C à cette dose. Et donc, quelque part, c'est un produit de stratégie sanitaire, ce qu'on appelle la sécurité sanitaire. Donc, quelque part, en 2013, ce message n'était pas capté à sa juste valeur, mais il faut rappeler que juste au début, en février 2020, parce que personnellement, j'avais partagé le protocole avant même l'annonce de la pandémie. Je l'avais adressé au ministère de la Santé.
Je l'avais adressé au ministère de la Défense nationale, à la santé militaire, à la présidence, à l'Institut national d'études stratégiques globales et j'étais à leur disposition pour plus de détails. Et vu qu'il y avait les premiers résultats, des personnes qui étaient voire même dans le coma, des hautes personnalités qui se sont en sorties, donc il y avait une confiance. Et là, je remercie le ministère de la Santé qui a validé ce protocole très tôt et qui m'a permis, ça c'était exceptionnel et on doit reconnaître, d'ailleurs même l'ISOM reconnaît à l'Algérie comme étant une nation faisant promotion de la médecine orthomoléculaire, une des premières nations au monde, il faut le reconnaître. D'ailleurs, le ministère de la Santé m'a permis de faire une Zoom conférence sur ce protocole. Donc, dans toutes les directions de santé en Algérie, les 58, les CHU, les EPSP, les EHU, et donc, quelque part, le partage y était. Par exemple, qu'un hôpital, par exemple Babelwed ou un autre, n'ont pas assisté à ce Zoom, ils n'étaient pas dans l'aisance. Et personnellement, lorsque j'ai partagé ce protocole avec le ministère de la Santé, je leur ai demandé de ne pas faire trop de publicité. Pourquoi? Parce que déjà, les produits manquaient. Et donc, il fallait une gestion du terrain parce que trop de publicité risquait de créer ce qu'on appelle les gens vont acheter et stocker. Et donc, quelque part, il fallait être dans l'efficacité et permettre aux structures, que ce soit des médecins privés ou bien au niveau des centres hospitaliers universitaires, ou bien comme ça, d'avoir au moins une partie de la disponibilité. Et heureusement, ça s'est fait comme ça, graduellement, pour déjà avoir le résultat sur le terrain. Et on espère qu'à partir de cette expérience, en Algérie, déjà, OK, les importateurs, il y a les marques Ascor, Mylan, McGuff, bref. Mais parfois, il faut savoir que même aux États-Unis, la fameuse clinique Riordan, il m'avait adressé un mail en urgence, il m'avait dit, et là c'était en mars 2021, je pense, ils m'ont dit, s'il y a de la vitamine C injectable à 25 grammes en Algérie, on importe. On a fait une commande, on a payé et on aura les produits en octobre. Imagine une clinique qui fait l'orthomoléculaire, qui passe une commande en mars et qui n'aura les produits qu'en octobre. Donc, il y avait une crise mondiale de la disponibilité de la vitamine C. Donc, et ça s'est ressenti un peu partout. Donc, vous voyez que quelque part, l'Algérie était à l'avance et avec les aléas que tous les pays ont vécu. Voilà. En fait, la vitamine C à 25 grammes, c'est drôle d'en parler parce que vous savez une des formules que j'utilisais pour convaincre les gens que la vitamine C à 1 gramme, 5 grammes, à 7 grammes ou à 10 grammes, c'était pas une lubie. C'est que je leur disais, écoutez, il y a des ampoules qui sont dosées à 25 grammes et c'est pour usage humain, donc c'est bien que ça doit servir à quelque chose. Voilà. Donc, ne soyez pas choqués par des dosages à 1, 10 ou 15 grammes. Et puis, vous savez, je dirais qu'il y a quelque chose aussi qui convainc. C'est que, l'adage, c'est que nul n'est prophète en son pays. Donc, quand vous apportez, disons, une nouveauté, quelque chose qui semble être trop nouveau ou trop méconnu dans un milieu professionnel plus ou moins scientifique, il y a un rejet systématique. Et c'est aussi très fort si c'est vous qui le présentez en tant que personne, même si vous êtes quelqu'un d'apprécié ou comment dire, avec une certaine légitimité, on va dire, ça sera quand même décrié. Alors que si vous montrez des papiers scientifiques prouvant telle ou telle chose, c'est-à-dire l'efficacité et surtout l'innocuité, ça passe mieux. Moi, de mon côté, j'ai réussi un petit peu à faire passer la pilule parce que c'était ça, finalement, en montrant, écoutez, vous avez des L'intelligence études émotionnelle.
Voilà. Ah oui, voilà, c'est ça. Bon, je m'y connais pas très bien, mais je m'y suis retrouvée à le faire à mes dépens. C'est que, c'est que lorsque vous présentez des papiers, vous leur dites, écoutez, on n'invente rien. Ce n'est pas une lubie, c'est pas de l'invention, c'est quelque chose qui existe. Les gens font des papiers, des études. Un jour, ce sera une évidence, mais en attendant, c'est quelque chose qui est en cours. Donnez-nous l'occasion de vous montrer que ça marche. Donc, lorsque vous allez vous montrer des papiers, voilà, avec, avec des papiers comme quoi, voilà, il y a d'autres équipes tout à fait Bah, sérieuses qui utilisent comme aussi la professeur vitalité, Richard Peng, qu'on va recevoir demain à Inch'Allah. 3 heures de l'après-midi. Voilà, donc lui, ben, que ce soit à Shanghai ou bien aux États-Unis, parce qu'il est sino-américain, ben, ils ont utilisé la vitamine E, la vitamine C jusqu'à 50 grammes par jour. D'ailleurs, j'avais co-signé avec lui un article qui a été publié sur le New York Times en mars 2020. Donc, c'était au tout début. Et donc, eux-mêmes ont utilisé la vitamine D. Et il était tout excité qu'en Algérie, on applique les 200 millilitres. Il était vraiment dans une joie. D'ailleurs, c'était lors d'un live. Et même demain, il sera présent. Donc, quelque part, il y avait des pôles. Et d'ailleurs, personnellement, on avait travaillé avec Dr. Peng, P-E-N-G, à Wuhan, et on avait utilisé les premières doses à 50 grammes. On avait participé au suivi des premiers malades qu'on a pu traiter, donc avec Richard Chang et d'autres, professeur Atsuoya Nagishawa au Japon, professeur Thomas Edward Levy aux États-Unis. Et donc, il y avait une dynamique. C'est comme la dynamique que vous avez vécu à l'EHU d'Oran. Sur le plan international, il y avait une autre dynamique et on était dans l'égrégore. Et à chaque instant où ça a accroché, par exemple pour Dr. Peng à Wuhan ou bien Richard Cheng à Shanghai au début, avant qu'il n'aille aux États-Unis appliquer son protocole, ou bien avec Dr. Sabrina Ben Issad. Maintenant, quand je dis possible que vous êtes plus connu maintenant à Wuhan, à Shanghai, qu'à Oran. Pourquoi? Parce qu'on partageait cette information et voilà, tout le monde était content, excité de savoir que, et surtout avec la validation du ministère de la Santé, la Zoom conférence ou bien la Da Vinci conférence qu'on a fait sur la vitamine D. Donc, et ce que je voulais attirer l'attention, c'est qu'il n'y a pas de molécule miracle. C'est pour ça que oui, il y a eu des décès, oui, il y a eu des décompensations, mais dans notre approche thérapeutique intégrative globale, multidimensionnelle, holistique et personnalisée, c'est un tout, c'est-à-dire vitamine D, magnésium pour assurer l'absorption de la vitamine D, la vitamine C avec son catalyseur qui est la vitamine E, le zinc pour avoir l'effet ionophore et le sélénium pour permettre les pénétrations intracellulaires. Et donc, toute cette combinaison, mais également avec une présence, un regard dans les yeux de Sabrina avec les patients qui sont hospitalisés, ben, ça équivaut à une cure de vitamine C, vitamine D, magnésium. Parce que regarder un patient dans les yeux, lui donner confiance, lui parler, le rassurer, le libérer de cette peur, de cette angoisse, de cette crainte et surtout de cette élévation de dopa-adrénaline qui est continue. Elle est épuisante parce qu'à un moment, que ce soit les patients, le personnel, l'entourage, ils passent rapidement du borderline vers le burn-out. Et vous avez dû remarquer que certaines proches décompensées, vous avez parlé tout à l'heure de la violence parfois, même dans le service ou bien ceux qui accompagnent, parce que la violence, ce n'était pas par rapport au système de santé, mais c'était par rapport à leur angoisse personnelle qu'ils ne trouvaient pas où évacuer. Donc, c'était vraiment, il y avait des égrégores parfois de joie, des égrégores parfois d'amertume ou bien d'angoisse. Mais ce qui était important, c'était de laisser venir les gens vers ce protocole et surtout avoir les résultats et d'avancer avec les résultats. Et ça, vous avez pu le constater sur le terrain. Et si le directeur, là, il s'appelle comment? Mansouri, docteur Mansouri. Mansouri.
Oui, docteur Massouri Lahmo. C'était Bon, un médecin. oui, oui, pardon? C'était le directeur général et c'était aussi un médecin. Oui, donc Lahmo. Bon, j'ai entendu le nom, mais je D'accord. voulais confirmer et pour également lui rendre hommage. Donc, c'est des gens qui ont cru et voilà, quelque part, ils se sont sacrifiés même pour une cause et dans l'au-delà, ils sont déjà en paix, même s'ils n'ont pas eu la chance d'avoir l'effet thérapeutique lors de cette quatrième atteinte pour son cas. Mais parfois, c'est au-delà de la prise en charge thérapeutique. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas là pour agir vis-à-vis de la mort, mais assurer la prise en charge thérapeutique. La mort, c'est une destinée. On peut guérir et mourir le même jour ou le lendemain. Donc, mais notre rôle, c'est par rapport aux constantes vitales, apporter ce que a besoin l'organisme pour aller vers l'auto-guérison. Et finalement, c'était ça le rôle auquel vous étiez soumise, n'est-ce pas? Écoutez, vous faites bien de mettre le doigt dessus, sur ce point, car le côté psychologique était remarquablement impactant. Vous savez, il y a eu un moment où, enfin moi-même en tout cas, quand je me suis rendu compte de l'effet qu'avait enfin, la psyché, c'est-à-dire le mental du patient. Au bout d'un moment, quand je rentrais chez les patients, je leur prenais la main, les mains nues, bien sûr toujours avec un masque, mais ils ont besoin d'énormément de réconfort. Vous savez, lorsque vous êtes hospitalisé pour une pathologie grave, vous n'êtes pas médecin, vous ne vous rendez pas tout à fait compte de la gravité de votre situation parce que vous n'êtes pas médecin. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une pancréatite, vous ne savez pas ce que c'est qu'une péritonite, vous ne savez pas ce que c'est qu'une péricardite. Toutes ces pathologies sont potentiellement mortelles. Donc, vous avez une certaine crainte, bien sûr, parce que vous êtes dans un milieu hospitalier, mais vous ne savez pas exactement à quel point c'est grave. Alors que lorsque vous êtes dans un contexte de pandémie, d'angoisse généralisée, collective, où les médias crient à tout venant que c'est une maladie extrêmement grave et mortelle et qu'elle tue tout le monde, à partir du moment où on vous dit que vous êtes positif, même si vous allez bien, eh ben, vous n'allez pas bien. Tout de suite, vous estimez que vous êtes en danger de mort, que tout le monde dit que c'est une maladie extrêmement grave, donc vous allez certainement mourir. Et donc, vous partez sur une mauvaise base. D'accord? Ben, Euh, là, je voulais rebondir rapidement et je vous laisse la parole. C'était à un moment, vous avez évoqué, on sentait qu'on était en situation de guerre. Ben, c'est bien dit. Et il faut savoir pour gagner une guerre, il faut gagner la guerre psychologique. Et quelque part, un des maillons faibles de cette pandémie est ce que doit retenir ben, le responsable, le médecin, le citoyen, c'est qu'une des premières priorités, avant même la prise en charge médicale, c'est la confiance vis-à-vis du système immunitaire de l'organisme lui-même, une confiance vis-à-vis de l'auto-guérison, la sérénité, la quiétude et la confiance avant la prise en charge thérapeutique. Il faut savoir que les premières causes de la détresse respiratoire, c'est l'angoisse et la peur elle-même parce qu'on oui, rentre en défaut d'oxygénation, d'alcalose, d'acidification du corps. Et donc là, le déséquilibre stress s'installe. oxydatif. Voilà, et la personne génère elle-même son propre angoisse. Pourquoi? Parce que quelque part, sans le savoir, il y a une guerre médiatique subliminale qui fait que ceux qui ne sont pas avisés peuvent tomber dans le piège de l'angoisse. Et il faut savoir que, quelle que soit la situation, guerre, tremblement de terre, je ne sais pas, tsunami, intempérie ou même pandémie, ben, la sérénité, la quiétude, la confiance et surtout l'organisation en elle-même
c'est elle le véritable facteur de réussite d'une prise en charge. D'ailleurs, j'avais publié une étude bon, que j'avais adressée au ministère de la Santé, à la présidence et au ministère de la Défense nationale en 2006, suite à l'attentat qui a eu lieu à côté du palais du gouvernement. J'avais parlé de la prise en charge de ceux qui prennent en charge. Et parce qu'en général, quand il y a, par exemple, pour Sabrina, on est là en groupe pour l'accompagner, pour lui permettre de libérer, de verbaliser, parce qu'elle en a besoin. Parce que vivre, par exemple, moi-même, j'ai vécu dans une unité opérationnelle en 98-99 à la 8e division blindée, donc en tant que médecin qui était responsable de la division. Donc, il y avait du travail H24. Et le jour où j'ai eu l'acquis, ben, je n'ai pas pu sortir de Ras El Khaimah. J'ai pris un verre de thé que j'ai siroté durant 3 heures. Tout le monde était parti. Il n'y avait que moi qui étais resté. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas démanteler une structure d'urgence comme ça, de guerre, si facilement. On reste quelque part attaché. Et j'ai tellement été attaché qu'une année après, je m'installe à Ras El Khaimah et j'y suis depuis 21 ans. Donc, l'attachement à une situation, ben, il y a quelque part ce truc humanitaire. On sent qu'on a été utile, même si ben, on n'a pas pu sauver tout le monde. Moi, je me souviens quand je recevais des balistiques, 3 en même temps. Donc, il fallait gérer quelle est la personne qu'on pourra sauver. On commençait avec. Les autres, on essayait de faire des remplissages pour assurer avec du plasma gel pour assurer que la décompensation n'arrive pas, mais on essayait d'être efficace, certes possible en zéro sympathie, mais en totale empathie, parce qu'on était dans la pratique du terrain. Et vis-à-vis, j'ai dit du rapport de 2006, j'avais dit qu'il est important d'installer des personnes qui prennent en charge ceux qui prennent en charge, que ce soit par exemple les médecins, la protection civile, même les forces de l'ordre qui organisent la prise en charge des situations d'urgence, mais même les responsables. Parce que, permettez-moi de dire par exemple, bon, on a lu les hommages pour Dr Mansouri qui a été directeur de santé publique à Bjaya et il a une belle image qu'il a laissée là-bas. Mais même au niveau d'Oran, quelque part, bon, ça c'est sûr, mais quelque part, il y a un épuisement quand même parce que c'est quelqu'un qui s'est engagé. Et quand on s'engage, il n'y a pas la soupape, il n'y a pas c'est-à-dire l'équipe de relève, c'est toujours la même équipe. C'est vrai, il y a une égrégore de dynamique, de travail où on sent on est des superman ou des superwomen, mais quelque part, à un moment, les personnes se fatiguent et elles ont besoin elles-mêmes de récupérer. Elles ont besoin elles-mêmes de vitamine D, de magnésium, de vitamine B6, de vitamine E, de vitamine C, parce qu'eux-mêmes, c'est des êtres humains qui sont en train de vivre et l'angoisse extra-hospitalière, intra-hospitalière, la responsabilité, le regard et annoncer un décès, bon, annoncer une guérison, c'est bien beau, mais également, on annonce des mauvaises nouvelles. Et quelque part, cette prise en charge doit être intégrée dans les priorités à venir, parce que quelque part, une réelle prise en charge doit être globale pour le patient, mais elle doit être également globale, même dans le système de santé, parce qu'une équipe doit soutenir une autre équipe, même si elle ne va pas vers le patient, mais elle est là pour, quelque part, le débriefing, le volet. Ben, demander à Sabrina de faire un taux de vitamine D. Je ne sais même pas si elle a eu le temps de le faire. Pourquoi? Parce que, bon, on est pris dans un engrenage. Vous voyez, donc, tout est intrigue. Alors, je vous raconte une anecdote par rapport à l'impact psychologique d'abord sur les patients. Après, je vous parlais du personnel. Parce que vous l'avez bien dit, il faut prendre en charge les gens qui prennent en charge. Vous me recevez? Oui, très bien. Oui, oui. Vous savez, ça c'est une expérience qu'on a eue plusieurs fois.
Là, je vais vous raconter le cas d'une seule patiente. Donc, c'était une patiente qui avait été en réanimation, qui allait très mal, qui a frôlé la mort. الأجل تاعها كان ما جاش. Elle s'est améliorée, elle allait mieux. Donc, on a pu obtenir un sevrage petit à petit. Donc, elle est sortie de la réanimation, elle est passée en service Covid non réa. Donc, elle est passée de la VNI continue dans des conditions terribles. La VNI continue, c'est extrêmement comme traitement. C'est pas normal d'être sous VNI H24. Donc, elle s'en est sortie. Donc, vous savez, on passe normalement de la VNI, donc, qui est un masque étanche, bien collé contre le rôle, vers un masque qu'on appelle un masque réserve. Donc, vous avez les masques, je crois que vous les avez tous vus. Donc, c'est les fameux masques qui augmentent la FiO2. Puis, vous avez le masque standard. Puis, vous avez les lunettes. Puis vous avez l'air ambiant. C'est comme ça qu'on dégraissait les besoins en oxygène. Donc cette dame à qui on avait expliqué des dizaines de fois qu'il fallait surtout pas qu'elle enlève son masque, qu'il fallait pas qu'elle se lève, qu'il fallait pas qu'elle aille uriner, qu'il fallait qu'elle fasse attention. Et bien le jour où on lui a enlevé son masque parce qu'elle n'en avait plus besoin, elle a désaturé, elle est passée de 92% de saturation à 70%. Donc, c'était plus de l'angoisse, c'était carrément de la détresse respiratoire avec répercussion sur la saturation en oxygène sanguine. Oui. Donc, on essayait de lui enlever son masque, on n'arrivait pas. On savait qu'on n'avait plus besoin parce qu'on était à 1 litre, 2 litres d'oxygène, mais dès qu'on lui enlevait son masque, elle désaturait énormément. Même si on lui mettait les lunettes d'oxygène, pour elle, il fallait son masque. Alors, moi, je suis donné des lunettes d'oxygène avec un débit de 2 litres. Et on lui a gardé son masque qui n'était pas branché à l'oxygène. Juste pour qu'elle ait l'impression qu'elle était toujours sous masque d'oxygène. Donc, Et c'était dans la ces cas-là, sécurité, voilà. pour elle, Et dans ce c'était cas-là, la sécurité dans cet appareil. Voilà. voilà. Donc ça, c'était, Un vrai voilà, effet placebo. Voilà. c'est ça, oui, c'est comme ça a été décrit, c'est un effet placebo, mais par rapport à un objet physique. Voilà, c'est très particulier, ça, on l'a observé plusieurs fois. C'est non, ne me retirez pas mon masque. Et finalement, vous savez, comme parfois l'arrivée à zéro d'oxygène, c'est-à-dire pas juste l'air ambiant, ça prend énormément de temps chez certaines patients, ça peut aller à 6 mois, voire 1 an chez certains malades. Donc, on les mettait sortant sous oxygène lorsque tout allait bien, quand le bilan inflammatoire était négatif, que l'examen physique était normal, qu'il y avait tout qui restait juste, que le patient était juste sous 1 litre ou 2 d'oxygène nasal, qu'on n'arrivait pas à sevrer, quand la saturation baissait. Et bien, à domicile, 1 jour, 2 jours, c'est bon. Il en avait fini avec l'oxygène. C'est-à-dire que déjà, le retour dans un milieu connu, au sein de la famille, dans le cocon familial, eh ben, on observait une meilleure amélioration des patients qui étaient bien sûr à un stade disons, léger de la pathologie. Donc ça, c'était pas, ça c'est des anecdotes enfin, des observations qu'on a eues à maintes reprises. Et par rapport au personnel, vous savez, moi, un soir, pendant ces fameux mois noirs, juillet, août 2021, j'étais chez moi le soir avec ma famille et j'ai dit à mon mari, je voulais lui dire, excusez-moi pour le terme, euh, au lieu de dire il faut qu'on sorte les poubelles, je lui dis, tu sais, il faut qu'on sorte les décès. Mm. Ouais. À la maison à 21h du soir. Et voilà, mon mari me regarde et me dit, je vais devoir te prendre chez le psychiatre, c'est ça? Ouais. Donc c'était, j'ai moi-même été inquiétée par ce lapsus et puis parce que ces pauvres patients, on devait tous être emballés dans des sacs mortuaires pour des raisons d'hygiène sanitaire, bon, que moi-même je ne comprenais pas parce qu'un patient qui est décédé, il ne respire plus, donc il n'est plus contagieux. Bon,
Ça, c'est un détail. Vous savez, par rapport aux places d'oxygène, aux places d'hospitalisation, encore une autre anecdote, toujours avec mon mari, on était en voiture et on cherchait une place de parking. En cherchant une place de parking, on me dit, Jut, il y a plus de place. Et là, j'entends cette phrase, je tressaillis, j'avais la chair de poule et j'aurais dit, mais il n'y a plus de place d'oxygène, il n'y a plus de place de parking. Ne dis pas qu'il n'y a plus de place et puis c'est tout. Parce que sinon, ça me renvoyait à toutes les fois où je disais, il n'y a plus de place d'hospitalisation, il n'y a plus de place d'hospitalisation. Vous voyez, cette phrase était devenue traumatique et Ouais. que à chaque fois que je C'est l'entendais, un il n'y a plus de message place. contraignant. Voilà, Ça devenait un message contraignant pour le voilà. patient. Ouais. Voilà, contraignant, synonyme d'urgence, synonyme de drame, synonyme de Ben, même désolation. de charge émotionnelle Voilà, dans ce cas-là. Ouais. voilà. Donc, bon, ça c'est bien, ça c'est des anecdotes parmi tant d'autres. Mes collègues ont eu aussi moi, j'ai eu des gens qui me disaient, c'est bon, je ne peux plus rester ici parce que je suis devenue exécrable, je suis devenue nerveux avec ma famille, je frappe mes enfants alors que j'ai jamais fait ça avant. Vous voyez, donc parfois ça va vers des extrêmes parce qu'on D'où est l'importance, voilà, de la prise en charge pris de en ceux charge, qui prennent en charge. pris en charge, tout Voilà, à parce fait. que Tout à fait. on peut, c'est-à-dire un urgentiste, qu'il soit médecin, infirmier, anesthésiste, même agent de salle ou bien brancardier ou bien ambulancier, il peut perdre son stock de vitamine C, de magnésium et de vitamine D en une journée. Je vous crois. Je veux bien vous croire. Ouais. Eh oui. Donc, c'est des observations les plus particulières qu'on a eu à faire. Bon, bien sûr, au-delà des particularités purement pathologiques de l'infection, mais globalement, dans la gestion, dans le rapport à l'autre, là aussi, il y a eu vraiment des choses assez particulières. Euh, même les rapports avec le confrère ou le consoeur. Le confrère ou le consoeur qui travaille avec vous dans un service pareil, qui m'a fait harcèlement, les gens que vous avez côtoyés là-bas, vous n'avez pas les mêmes rapports avec eux que les gens que vous avez côtoyés dans en stage d'internat ou même si là-bas aussi c'était dur, où il y avait du travail et puis qu'on en a allé, mais il n'y a pas le même rapport de c'est l'image de Max là. Donc c'est vraiment Oui. ça. Ben, moi, je Euh, l'ai ressenti dans le service national et même dans l'internat, parce que l'internat, je l'ai fait à une période 91-92, oui, donc c'est c'est particulier. pratiquement Voilà. C'était pas un le bon peu la exemple. même intensité. Voilà, tout à Oui, fait. oui, oui, Tout oui. à fait. Ouais, oui. Mais dans des conditions normales, disons, c'est très différent. C'est différent. Même le Oui. rapport à l'autre du confrère est différent. D'ailleurs, on remarque qu'en période de crise, et ce qu'on appelle en période de prise d'armes, quelque part, donc pandémie ou bien situation d'urgence ou bien de catastrophe, il n'y a pas les faux problèmes dans le service parce qu'on est dans cette dynamique d'urgence. Et même, quelque part, on devient nostalgique après de cette ambiance de travail. D'ailleurs, même dans d'autres lieux, on nous envie cette dynamique de groupe. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on observait parce que comme la prise en charge des patients, comme c'était un service dédié, donc c'est vrai qu'on travaille extrêmement dur, c'était très, 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 un rythme extrêmement soutenu pendant les pics. Mais pendant les accalmies, en général, il y a un mois sur 6, on va dire, où c'est plutôt calme et ben, il y a plus de problèmes, effectivement. Il y a plus de problèmes internes, des faux problèmes. Euh, donc ça, c'était quelque chose que je déplorais parce que c'était moi qui devais les régler, c'est mon problème. Mais, mais c'est vrai que mais ce qui m'engolo, c'est Voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, bon, j'aimerais insister sur quelque chose.
Si l'effet placebo, pour le cas que vous avez décrit du masque, a un effet impactant positif, et ça c'est vrai, il faut savoir que l'effet nocebo de l'angoisse ou bien même de la terminologie, parce que par exemple, heureusement avec le temps, au début, on se souvient même de ce patient, le pauvre de Blida, qui s'est échappé et qui a été recapturé pratiquement comme une bête à Mostaganem. Il y avait une certaine névrose, psychose, même collective, et Covid signifiait mort systématique. Et il y a eu, d'ailleurs, il faut savoir que l'intelligence émotionnelle, c'est de faire la bonne action au bon moment, au bon endroit, et assurer la survie de l'espèce. Et quelque part, la société est tombée dans cette dynamique naturelle d'assurer l'instinct de survie et de la perpétuation de l'espèce. Mais à un moment après, quand tout le monde savait que même l'angoisse, la peur pouvaient accentuer les cas et qu'on peut avoir des patients multitarés. D'ailleurs, j'avais reçu une patiente que je suivais à Rasselma, elle était d'Oran, et elle est passée dans votre service. Elle avait cancer avec métastase. Bon, je ne sais pas si c'est dans votre service ou dans un autre service, mais l'essentiel, elle a été hospitalisée pour le Covid et elle s'en est très bien en sortie. Elle est même revenue me voir après avec ses bilans, son taux de vitamine D à 90 nanogrammes par millilitre, toute fière. Et elle m'a dit, voilà, malgré que je traînais, bon, elle avait plusieurs tares, en plus d'un cancer avec métastase, mais elle a fait face à ce Covid. Et même dans le service, elle m'a dit que j'ai transmis la parole neuro-existentielle, neuro-émotionnelle pour renforcer le mental aux autres patients, pour leur dire ben, ce n'est pas le Covid qui tue, mais c'est l'Agel et qu'il faut être dans une dynamique positive. Donc, cet effet placebo versus nocebo, il est très important et il est temps que les médecins, que même les médias, que ce soit surtout locaux, parce que bon, sur le plan international, c'est une autre paire de manches, mais que moi, j'apprécie parfois les médias étatiques. Pourquoi? Parce qu'il y a cette retenue et les breaking news, Khabar Agil, à un certain moment qui versait dans juste le bilan. Et on ne partageait pas le vécu des patients, le vécu des médecins. Donc, les gens vivaient dans cette angoisse. Mais heureusement que la cadence a pris une autre tournure qui a permis aux gens de reprendre espoir et voilà, donc, et d'aller vers une autre dynamique plus positive, alhamdoulilah. Et heureusement que depuis un mois, pratiquement il n'y a aucun décès depuis un mois, sauf un jour ou deux, il y a eu un décès. Donc voilà, on espère que c'est la fin de la pandémie et que bon, ça va subsister certainement un état endémique, mais le plus important, c'est les leçons. Donc, on espère que les pharmacies centrales de chaque hôpital aura ses stocks de guerre de vitamine C, de sulfate de magnésium, de vitamine D3 à 200 000 unités. Pour votre information, le Qatar a mis en place la vitamine D3 à 300 000 unités. Donc voilà, donc déjà, on voit que cet intérêt, et d'ailleurs, ça a été appliqué chez eux également. Donc, voilà, il y a une évolution. Et je pense que cette pandémie du Covid a donné un essor à l'orthomoléculaire parce qu'il a montré ses preuves, mais pas uniquement. Hein, c'est même le neuro-existentiel et le neuro-émotionnel, comme je l'ai dit. D'ailleurs, il y a une émission à laquelle j'ai participé en mars 2020 sur Canal Algérie, alors que tout le monde parlait du Covid. Moi, j'ai directement parlé du post-Covid. Je leur ai dit qu'il faut assurer une prise en charge pour le post-Covid sur le plan neuro-existentiel et neuro-émotionnel. Et on arrivera à un moment où on ne pourra même pas prendre à une échelle individuelle les personnes parce que les besoins, les demandes sont tellement collectifs qu'on arrivera certainement à assurer dans des salles style Méridien ou quelque chose comme ça, où le minimum, ça sera 500 personnes, hein, parce que les besoins sont collectifs. Il faut savoir qu'aux États-Unis,
bien avant le Covid, Tony Robbins ou Joe Dispenza ou bien Greg Braden ou Bruce Lipton, ils font des stades, surtout Tony Robbins, il peut arriver jusqu'à 10 000 personnes et on estime qu'on peut arriver avec les ouvertures et la levée des restrictions sanitaires à 60 000 participants. Ce n'est plus le football qui va drainer les stades, ce n'est plus les rockers ou bien autres, bon, bien qu'ils ont toujours leur public, mais il y aura un nouveau public, le public qui aimerait écouter un nouveau langage neuroexistentiel et neuroémotionnel pour aller au-delà de la situation actuelle et surtout par rapport tirer profit du vécu douloureux pour aller vers une nouvelle vie dans sa propre vie. Et pourquoi? Parce que bon, finalement, on n'a qu'une vie à vivre, donc autant la vivre pleinement. Voilà ce que je voulais rajouter. Bravo pour votre intervention. Ce que je voudrais aussi souligner, c'est on doit aussi penser aux parents de malades qui ont extrêmement souffert. Moi, pas plus tard qu'hier, j'ai appris qu'une patiente, un de nos anciens patients qui avait passé 2 mois à l'hôpital, 2 mois à l'hôpital dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, c'était quelqu'un dont le pronostic vital était largement engagé, un patient de 58 ans et qui a fini par s'en sortir au bout de 2 mois d'hospitalisation et plusieurs semaines d'oxygénothérapie à domicile. Donc, sa femme qui a combattu avec lui finalement, qui était avec lui tous les jours à l'hôpital, qui a vu son mari partir et revenir, qui a vécu dans cette angoisse de perdre son conjoint pendant des semaines. Eh bien, 3 mois, 4 mois après, elle découvre un cancer du sein. Ouais. Donc il y a aussi cet état de stress continu pendant des semaines et des semaines. Ça peut être un hasard, bien sûr, mais il y a aussi des chances que ça ne soit pas. Donc, Certainement, c'est un cancer du sein droit. je ne sais pas. Euh, c'est possible de vérifier, vous allez voir. D'accord, je vérifierai et je Alors, parce que t'enverrai la réponse. droit, c'est le côté paternel, fraternel ou conjoint, et le côté gauche, c'est le côté maternel. Voilà, donc il y a dans la médecine nouvelle germanique, il y a certaine cartographie par rapport aux émotions. Voilà, donc là c'était pour dire un mot sur les parents de malades. Il y a Monsieur Hakim Azmani qui pose la question sur les facteurs qui ont fait disparaître cette pandémie. En fait, elle n'a pas disparu du tout pour l'instant. Là, pour l'instant, depuis l'apparition du Covid, vous avez une succession d'épidémies durant cette pandémie. Donc, c'est une Et vu qu'on succession. est en endémie, voilà. Voilà, vous avez des acmés et des nadirs. Et et là, elle n'a absolument pas disparu parce que nous, on constate déjà de nouveaux cas à Oran, hein, des cas récents. En Chine, il y a énormément d'infections, en France aussi. Nous, on sait très bien qu'on a toujours un an, un petit décalage d'1 mois à 1 mois et demi entre l'Europe et l'Algérie. Donc, bon, quelle ampleur prendra-t-elle? Est-ce que ce sera des infections bénignes ou pas? Ça, personne ne peut le prédire. Mais en tout cas, la pandémie n'a pas disparu du tout. Il y a eu une accalmie, certes, comme après chaque pic Mais depuis épidémie. l'Omicron, on est plutôt en phase d'endémie, puisqu'il n'y a pas de décès, voilà, actuellement. Oui, c'est-à-dire une pandémie n'est pas... une infection à partir du moment qu'elle soit létale ou pas, à partir du moment où elle s'étale sur plusieurs continents, c'est une pandémie, même si ce n'est pas une pathologie létale. Donc, Non, mais à mon même la sens, on grippe, est toujours au stade de pandémie. à l'état endémique, elle est partout dans le monde. Mais c'est juste que
on est passé de la pandémie en tant que pandémie réelle, mais Oui. maintenant, il y a l'endémie et on peut avoir des accès dans certains pays qui peuvent Mhm. faire une épidémie loco-régionale. Donc, c'est le principe du passage de la pandémie à l'endémie avec des épidémies dans des régions loco-régionales, c'est-à-dire ça peut être un continent ou autre. Oui. Mais depuis l'Omicron, bon, on a vu que depuis pratiquement le 22 février, on est passé par une autre phase qui est bon, différente. Bon, et l'avenir nous dira plus. Voilà. Oui, Inch'Allah. Eh ben, écoutez, Voilà. espérons que qu'on soit en train de bercer vers une normalisation de l'infection. Ben, on va créer un égrégore de bonne santé par effet d'intention, parce qu'en changeant les mentalités, on peut changer la santé. Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà. Monsieur Moufok demande comment traiter une asthénie chronique post-Covid. Bon, l'asthénie chronique a été rattachée à un portage chronique de virions, surtout au niveau intestinal. Enfin, toutes les manifestations chroniques, ce qu'on appelle le Covid lent. Bon, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, qui proposent des substituts, bon, bien sûr, vous avez tout ce qui est complément en minéraux et en micronutriments. Moi, je pense que lorsqu'on est à un stade de Covid lent, il serait intéressant de faire des oligoscans certainement, pour rechercher des déficits particuliers. Il y a aussi le fait comment dire, de prendre soin du microbiote intestinal. Donc là, vous avez une obligation d'homéostasie, d'optimisation des compétences du corps. Donc, et on sait maintenant que le microbiote intestinal est absolument primordial un bon microbiote intestinal est absolument primordial dans comment dire, l'optimisation des compétences du corps. D'accord? Tout à fait. Donc, en général, surtout après un Covid, vous avez, en général, les gens prennent beaucoup d'antibiotiques, sont déjà de toute façon dans un état de stress. Vous avez votre microbiote qui en prend un coup. Il faut rappeler que le nombre de cellules présentes dans l'intestin est supérieur. Il y a plus de cellules bactériennes dans le corps que de cellules humaines. Donc Tout à ça, fait. c'est pour ça que on prend conscience qu'on est plus fait à l'intérieur notre tête est plus faite de micro-organismes, de bactéries et de micro-organismes que de cellules de corps. On est conscient qu'il est absolument primordial de prendre soin de ces bactéries, de l'équilibre de ces bactéries et enfin, du microbiote globalement. Et donc, nous, enfin, certaines sociétés savantes conseillent de les raviver grâce aux légumes lactofermentés ou bien tout simplement aux levures voilà. Qu'est-ce que tu Au penses? babeur, également, le lactosérum, le camembert, le roquefort. Et bien sûr, les aliments lactofermentés sont très riches. Bon, voir même les compléments de, en, comment dirais-je, en probiotiques. Ça existe récemment dans les pharmacies. Ça peut renforcer. Et oui, les antibiotiques, c'est-à-dire altèrent le microbiote. Et il ne faut pas oublier que également les inhibiteurs de pompe à protons génèrent le leaky gate, donc une porosité intestinale. Et là, la toxicité peut s'élever. Et c'est pour ça que la prescription d'IPP doit être uniquement ponctuelle. On ne peut pas prévenir une douleur d'estomac. Même si quelqu'un a une boîte d'IPP, comme je dis souvent dans mon enseignement, cette boîte d'IPP doit suffire à tout un quartier parce qu'on doit prendre juste 1 à 2 jours maximum vis-à-vis de la symptomatologie. Mais pour l'asthénie, il
post-Covid, il faut également penser à faire un taux de vitamine D très important, une TSH pour voir est-ce que la thyroïde n'a pas de soucis associés ou autre, une hypothyroïdie, un taux de CRP pour voir s'il n'y a pas une inflammation, et bien sûr faire la chimie des urines, voir s'il n'y a pas une glucosyrurie, une acétonurie, parce que Oui, un parfois il y a bilan des complet, études. effectivement. Voilà. Et donc un check-up complet, il est également important. Et l'oligoscan, ouais, oui, c'est très important. Il faut voir s'il n'y a pas des métaux lourds. Il faut voir s'il n'y a pas des déficits intracellulaires de vitamine D, un manque de silicium, d'autres manques bon, de magnésium ou d'autres oligo-éléments au niveau de cet oligoscan pour compenser. Et donc, finalement, tout est équilibre, tout est balance hein, pour être en bonne santé. Voilà, c'est très important. Vous savez, il y a une phrase qu'on a pris l'habitude d'employer pour expliquer aux patients. بالعربية نقول لهم الكوفيد يبين العيوب. Ouais, Ouais, tout c'est-à-dire à fait. que toutes Voilà. les pathologies dormantes du corps sont souvent Mhm. révélées par l'infection Covid. Parce que bon, bien sûr, quand elle est plus ou moins sévère. Donc, lorsque vous avez une personne comme on dit, en bonne santé apparente, qui est infectée par le Covid et qui évolue pas très bien, vous investiguez un petit peu, vous trouvez dans 99% des cas quelque chose. Une hypertension méconnue, un diabète, une Tout à dyslipidémie, fait un d'accord. déficit sévère en micronutriments, vous trouvez quelque chose. Donc, c'est pour ça que je demande aux gens qui disent attention, oui, l'infection peut être sévère, mais chez des personnes tout à fait normaux, chez des personnes en bonne santé, je leur dis attention, dites bonne santé apparente. Parce on n'a pas un patient, quelqu'un qui. Toutes les pathologies ne sont pas forcément patentes, donc n'ont pas des symptômes tout à fait clairs dès le début. Donc, c'est pour ça qu'il faut. C'est le moment. Je pense que le Covid nous a appris à. S'il y a un enseignement qu'on doit tirer, c'est qu'on doit prendre soin de nos corps et de notre mental et de nos cœurs pour avoir des corps qui soient dans le meilleur état possible pour pouvoir gérer l'arrivée d'un virus ou d'autres sortes d'adversités. Est-ce qu'au niveau du service, il y a eu une évaluation du taux de vitamine D des patients hospitalisés ou bien le bilan de pré-hospitalisation? C'est-à-dire pour voir, est-ce que tous les patients étaient à un taux inférieur à 20, voire inférieur à 10 nanogrammes par millilitre? Ou bien du moins ceux qui ont fait le bilan et l'ont ramené avec eux pour la première hospitalisation? On a eu, lors de la première vague, la chance d'avoir accès à des dosages intra-hospitaliers de vitamine D. On n'avait pas beaucoup parce que la disponibilité n'était pas très large, mais on a eu quand même une bonne quarantaine de dosages et les 80, on était à peu près à 90% de taux bas de vitamine D. Et c'est que ceux qui n'avaient pas un taux extrêmement bas de vitamine D avaient au moins une pathologie assez sévère, au moins un diabète déséquilibré. Et le Mais taux bas, en moyenne, en dessous de en dessous combien? de 20. En dessous de 10? En En dessous de dessous de 20, 20. voilà. En Donc, dessous de c'est ce 20. qu'on appelle la frange où il y a la complication. Parce que inférieur à 30, c'est état maladie. Inférieur à 20 nanogrammes par millilitre, c'est état avec complication. Et inférieur à 10 nanogrammes par millilitre, c'est en général pronostic vital engagé. Voilà. Monsieur Atmani pose une question à propos de l'impact de la vaccination collective anti-Covid-19. C'est le sujet de toute une conférence, il me semble. La vaccination. La vaccination, écoutez, nous sommes dans un pays nous sommes dans un pays qui a été très peu vacciné. On est à peine nous à Oran, on est je pense la première ou la deuxième ville la plus vaccinée en Algérie et on est à peine à 30 ou 30% de la population qui est vaccinée. Bon,
globalement, ce que j'ai envie de dire, c'est que même si la population n'est pas vaccinée, ça n'a pas empêché de l'infection de se tarir et de quasiment disparaître Pareil, en tout à fait. février. Donc, est-ce que la vaccination est absolument nécessaire pour la disparition du virus, au moins momentanément? Alors, la réponse est non, puisque même si la population n'est pas vaccinée, l'infection finit par diminuer. Et Est-ce, diminuer et disparaître d'elle-même. Parce que c'est, voilà, d'ailleurs, ça porte bien son nom, des vagues successives. Et voilà, puis, il y a la eu vague échoue. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, mais globalement, il est vrai que notre observation, les patients qui venaient dans des cas... alors, je ne vais pas parler de la troisième vague parce que très peu de patients ont été vaccinés pendant l'été, mais pour la quatrième, c'est-à-dire en automne et en hiver, effectivement, 90% des patients qui étaient admis n'étaient pas vaccinés. Ils n'étaient pas vaccinés et même ceux qui étaient vaccinés, qui atterrissaient à l'hôpital quand même, très peu d'entre eux mouraient. Donc, il y avait quand même, on sentait qu'il y avait une part de protection par rapport à la vaccination, mais qui ne semblait avoir d'intérêt uniquement dans les cas comment dire, déjà à risque. Moi, globalement, je conseille vivement aux personnes à risque, les obèses, les femmes enceintes, les diabétiques et toutes ces sortes de pathologies de se faire vacciner, les personnes âgées, Mais il mais ne faut les pas autres, oublier non. le protocole pré-vaccinal et post-vaccinal pour éviter les effets secondaires et Voilà. surtout faire un oligoscan pour vérifier qu'il n'y a pas de métaux lourds, faire un taux de vitamine D pour voir que le taux de vitamine D n'est pas bas et il faut atteindre le taux de 90 nanogrammes par millilitre avant toute action. Voilà. Exactement. Moi, je ne peux vous parler que de le côté de côté pathologie. Mais je sais, je n'ai pas travaillé dans les services d'épidémiologie ou de centres vaccinaux pour me rendre compte des effets secondaires de la vaccination en elle-même. Parce que je sais qu'il y en a eu, beaucoup de gens en ont parlé. Bon, il n'y a pas eu d'études là-dessus au niveau national. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a effectivement une balance bénéfice-risque à évaluer. Le risque n'est pas, la vaccination n'est pas à zéro risque, ce n'est pas du tout le cas, mais elle n'est pas non plus à zéro intérêt. Donc, clairement, les personnes qui n'ont aucun facteur de risque, qui ont a priori qui ont 99% de chances d'avoir un Covid tout à fait banal, je ne vois pas pourquoi ils devraient être vaccinés. Mais ceux qui ont des facteurs de risque avérés et identifiés devraient effectivement l'être. Pour ce qui est de la couverture, ce qui est certain, c'est qu'elle ne protège pas de l'infection, elle ne protège pas ne protège pas les autres, parce qu'on a beau être vacciné, on peut avoir le Covid et être infectant. Ça peut être même parfois délétère parce qu'on a une fausse assurance. Les gens pensent que c'est un bouclier, donc on jette les masques. Je suis vaccinée, je jette mon masque, je ne suis plus un danger pour les autres. Et finalement, parfois, il est possible qu'on en soit encore plus parce qu'on est vacciné, on est infecté, on a peut-être moins de symptômes, mais on est tout aussi infectant. Et on va pas être conscient qu'on est malade et infecter plus de monde. Donc, ce n'est pas du tout un facteur de protection par rapport au fait d'être infectant. Voilà, ça c'est par D'ailleurs, rapport une des meilleures préventions, c'est d'avoir un taux de vitamine D autour de 90 nanogrammes par millilitre. Et d'ailleurs, pour expliquer sur un plan pédagogique, scientifique et preuve sur le terrain, il faut savoir qu'un enfant en bonne santé a toujours un taux de vitamine D autour de 90 nanogrammes par millilitre. Bon, sauf s'il est malade d'une maladie chronique, là c'est un autre cas. Et on a bien remarqué que durant la vague Delta, les enfants n'étaient pas vraiment atteints. Pourquoi?
parce que naturellement, ils ont ce taux de vitamine D à 90 nanogrammes. Donc, s'il y a un conseil à donner sur le plan préventif, c'est d'assurer une prise quotidienne à longueur d'année et même à longueur de vie, avec le rythme de vie qu'on mène actuellement, par le magnésium. Parce que le stock de magnésium peut être consommé en une journée. Également, l'apport minime de vitamine C et corriger la vitamine D autour de 90 nanogrammes. Et là, on a vraiment la prévention. Il y avait une question à propos de la dose de vitamine D que vous avez utilisée dans le service. Apparemment, c'était 200 000 unités par jour. C'est ça, n'est-ce pas? 200 000 unités par jour, on l'utilisait dans les cas sévères à critiques. Oui, tout à fait. Oui, Mais c'est normal. les cas d'hospitalisation, disons, plus ou moins stables, lorsque le pronostic vital n'était pas engagé, c'était 50 000 unités par jour. Voilà, excellent. 50 000 Bravo. unités par jour, tous les jours, associées à de la vitamine D, associées à du magnésium. Donc, on donnait du pidolat de magnésium, 2 ampoules par jour en voie orale, ou bien une ampoule par jour de magnésium en voie parentérale. Et donc, voilà, globalement, c'était 50 000 par jour ou 200 000 lorsque vraiment le cas était critique et qu'il n'y avait pas d'insuffisance rénale et que la calcémie était bonne. Parce qu'on devait quand même, la vitamine D, il y a un peu plus de surveillance à avoir. Il y a aussi, on nous Bien demande par sûr, en rapport quel évitant est. le calcium. Voilà, parce que c'est des doses où il faut associer uniquement le magnésium. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Alors, ce qui est un petit facteur protecteur, si on veut, c'est que le Covid a tendance à induire des hypocalcémies. On a énormément d'hypocalcémie dans le Covid. Donc, si vous voulez, ça laisse une certaine marge de manœuvre pour associer à la vitamine D, parce qu'on a déjà une hypocalcémie. Donc, même si la vitamine D élève un peu la calcémie, c'est tout bénef, comme on dit. Ouais. Euh, une personne nous pose la question sur l'intérêt de la vaccination alors que c'est la fin de la pandémie. En fait, il faut savoir que la protection de la vaccination n'est effective que 3 à 4 semaines après la vaccination. Donc, en fait, effectivement, il ne faut pas attendre d'être en pleine vague pour se vacciner parce qu'on ne va être protégé qu'à la fin de cette vague, donc ce n'est pas le but. Il faut calculer en fait globalement que la protection elle est optimale pendant 3 à 4 mois maximum et que la protection commence à 1 mois après. Donc, selon le timing la période dans laquelle on est, si vous êtes, par exemple, maintenant, on est déjà à 1 mois d'accalmie et qu'on sait qu'en général, quand ça redémarre, c'est à peu près après 2 mois d'accalmie. Donc, moi, je conseillerais que les gens après Ramadan, les gens fragiles, surtout s'il y a une hausse des contaminations, quand on voit que quand ça commence à monter, oui, il faut se vacciner assez précocement parce que, encore une fois, on n'est protégé que 3 à 4 semaines après le vaccin. D'autant plus qu'il y a une sorte de notion d'anticorps facilitant, c'est qu'après le vaccin, vous avez une sorte de vulnérabilité, vous avez tendance à être plus vulnérable à l'infection pendant les 2 semaines suivant votre vaccination. Donc vraiment, lorsqu'on se vaccine, il ne faut Pour pas se certains, vacciner en vont pleine associer le pandémie. vaccin de la grippe. La vulnérabilité, il était plus importante. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de se faire vacciner en pleine pandémie. Parce qu'encore une fois, on a tous entendu parler de ces gens qui nous disent, oui, j'ai juste redit le vaccin, maintenant, maintenant. Parce qu'effectivement, c'est une notion qui a été effectivement observée. Vous avez pendant 2 semaines une sorte de sécrétion d'anticorps facilitants qui augmente la vulnérabilité à l'infection. Et donc, d'où l'intérêt de ne pas se faire vacciner en plein pic, mais plutôt un peu avant, pour avoir le moins de problèmes possible. Pour la prévention en début de pandémie, moi, ce que je préconisais en début, même pour ceux qui Mhm. ne peuvent pas faire un taux de vitamine D, c'était de prendre
ben, 2 boîtes de vitamine D à 50 000 unités. La première boîte, à prendre une capsule chaque jour, donc pendant 8 jours. Et la deuxième boîte, ça sera une capsule chaque semaine. Et donc, ça va tenir 2 mois parce qu'il y a 8 capsules. Et bien sûr, associé au magnésium B6 2 fois par jour, avec une petite cuillère à café de vitamine C le soir, du zinc. Et là, on avait vraiment une belle couverture. Donc, personnellement, j'avais travaillé durant, c'est-à-dire j'ai pratiquement jamais fermé mon cabinet médical, sauf pour des raisons de travaux qui est tombé par intuition au même moment que la vague Delta, c'est ça, en juillet. Donc, j'avais fermé pour le congé. Et donc, quelque part, je prenais ces cures pour moi-même. Donc, c'était une semaine vitamine D chaque jour, puis une fois par semaine. Et à chaque fois, c'était magnésium B6, une fois le soir. S'il n'y a pas une charge de travail, sinon c'est 2 fois par jour. Et la vitamine C, c'était une cuillère à café le soir. Il y avait euh, dans le traitement d'attaque en pleine pandémie, je prenais du sélénium et même du zinc, donc chaque jour. Et donc ça a assuré quand même une belle couverture durant ces périodes. Voilà. Tout à fait. Il y a, il y a une personne, bon, je pense qu'Ilias sera plus en mesure de répondre à cette question, mais je vais peut-être donner je vais ajouter mon grain de sel par rapport au dosage de la vitamine D qu'on pourrait prendre pour booster l'immunité. Je pense qu'en dehors d'un contexte pathologique clair, infectieux, grave comme une infection Covid, il est plus intéressant de prendre des doses modérées mais quotidiennes de vitamine D que de mégadoses Tout à fait. Tout à fait. hebdomadaires ou bien même mensuelles. Donc, il y a l'effet immunomodulateur et immunostimulant est plus important à des doses quotidiennes moindres Oui, oui. qu'hebdomadaires ou mensuelles. D'ailleurs, il faut savoir que parfois, quand on fait une lecture des études, on croit que les études s'opposent. Donc, il y a ce qu'on appelle les supplémentations à base de vitamine D à petite dose quotidienne, par exemple 200 unités chaque jour, ou bien 400, 800, 1000, 1200, voire 5000. Voire 10 Eh 000, ouais. ben, c'est quand même, ben, ces 2 études et ces 2 méthodes sont complémentaires, elles ne s'opposent pas. Les petites doses, c'est ce qu'on appelle, c'est l'apport intracellulaire de vitamine D, alors que 50 000 unités et 200 000 unités, c'est pour avoir le stock plasmatique de vitamine D qu'il faudra faire absorber par le magnésium et vitamine B6 pour qu'il soit efficace. Et je donne comme exemple, quand on arrose un terrain, un gazon, est-ce qu'on doit utiliser l'arrosage automatique ou goutte à goutte? On doit utiliser les deux. Donc, voilà pour l'information. Quand je prenais la vitamine D à 50 000 unités chaque semaine, je prenais quotidiennement, également en même temps, la vitamine D à 200 unités chaque jour. Donc, je faisais l'apport intracellulaire et l'apport plasmatique. Donc, l'apport plasmatique, c'était une fois par semaine à 50 000 unités et l'apport nourricier cellulaire était à 200 unités chaque jour. Donc, parce qu'il y a différentes voies d'absorption au niveau de l'organisme. Et donc, il faut apprendre, et ça c'est important, à lire les études contradictoires. Il n'y a pas d'études contradictoires, c'est juste les paramètres qui sont différents. Et toute étude contradictoire, elle est complémentaire avec sa propre contradiction. Donc, tout est vrai, chaque étude est vraie. Et donc, il suffit juste d'avoir un axe de vue différent pour prendre en considération les 2 écoles. Allô? Allô, Allô? allô, Oui, je suis là. désolée. D'accord, il y a eu une coupure chez Dr. Oui, Ilias Oui, apparemment. il y a eu Oui, un oui, il y oui. a problème. eu. Oui. Donc, je reprends juste. J'ai dit que c'est important d'associer les 2 méthodes. Donc,
vitamine D3 à 200 unités ou 400 unités par jour pour avoir l'action nourricière intracellulaire en vitamine D. C'est comme l'arrosage au goutte à goutte. Et la prise de vitamine D à 50 000 unités en traitement d'attaque chaque jour ou bien en entretien une fois par semaine, c'est ce qu'on appelle pratiquement l'arrosage automatique. Donc, c'est pour avoir les réserves plasmatiques. Et il est très important pour ceux qui doivent se vacciner pour une raison ou pour une autre, de faire un taux de vitamine D avant, de corriger le taux de vitamine D, de le mettre à 90 nanogrammes par millilitre, de faire un oligoscan pour vérifier qu'il n'y a pas un empoisonnement à l'aluminium et à l'argent ou en mercure, pour éviter que certains adjuvants qui existent dans le vaccin ne viennent compliquer encore la situation chez ce patient. Donc, c'est important de détoxifier s'il y a des métaux lourds, d'assurer bien sûr un taux de vitamine D autour de 90 nanogrammes par millilitre. Et s'il est en obligation de le faire, ben de le faire dans une aisance quelque part mentale, mais en assurant ces gardes. Elles sont primordiales avant et après, hein, parce qu'il faut également, il y a un protocole que j'ai mis en place et qui a été validé par le ministère de la Santé. C'est ce qu'on appelle le protocole périvaccinal. Donc, 6 jours avant la vaccination, durant 6 jours avant et le jour même et 6 jours après. Et surtout, assurer un bilan avant. Ça, c'est important, même sur le plan médico-légal. Si quelqu'un ose dire qu'il a eu des effets secondaires, s'il a envie d'avoir des droits, s'il n'a pas fait un test oligoscan avant de se faire vacciner, là, il ne peut pas prétendre parce que qu'est-ce qui prouve l'empoisonnement? Même s'il ramène après, par exemple, qu'il a un taux d'aluminium ou d'argent élevé, s'il n'a pas fait avant et après, il ne pourra pas rien évoquer parce que c'est important de prouver et surtout de voir s'il n'y a pas une contre-indication parce que quelqu'un qui est en empoisonnement ou bien dans un taux très bas de vitamine D, ben là, il n'est pas en phase il doit d'abord corriger avant de passer à la vaccination. Voilà. Ce qui est logique. Voilà. Oui, stimuler avant. Oui. Donc, on est arrivé à minuit. On n'a pas senti le temps passer. C'était plus passionnant qu'un match de football, de Coupe du Monde. On n'a pas vu les 90 minutes passer. C'est vrai, Voilà. oui. C'était passionnant. Ah oui, On a avec, vécu je pense que Dr. vécu avec la charge tous les émotionnelle souvenirs des 2 années. ans. Oui, oui. Ouais. Et je pense que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, chacun de nous va raconter les anecdotes de ces 2 années. Chacun a ses anecdotes, joyeuses ou pas. C'est vrai. Mais voilà, c'était quand même une période. Mais moi j'ai beaucoup parlé dans mes interventions sur les avantages sociétals de cette phase du Covid. Ben, on a appris la Zoom conférence. Le monde est devenu un village grâce à ces vidéoconférences. Avant, si on devait faire la conférence, par exemple, il fallait la faire à Alger, puis on allait à Casablanca. Par exemple, ce soir, on a des invités du Maroc et d'Algérie, et on est à l'aise, c'est-à-dire que ce brassage est plus simple, plus facile, et quand même, l'évaluation de l'instant présent est revenue à sa juste valeur. Les gens ont réappris à apprécier l'instant présent parce que par rapport à une époque, les gens ne savaient pas apprécier la bonne santé, la capacité de rendre visite, d'embrasser, de câliner, de rencontrer des gens. Donc, à la période du confinement, on a compris et reconnu l'intérêt de la relation sociale, même dans les activités commerciales, elles ont changé. Il y a le e-commerce qui a pris place. Et il faut savoir que sur un plan anthropologique, les personnes qui sont nées depuis le Covid sont appelées génération alpha. Et ceux qui sont nés avant le Covid sont appelés génération Z. Et donc, vous voyez qu'on est passé de l'alphabet à même
si on a parlé beaucoup de lettres alpha, bêta, gamma, delta et autres, même dans les générations, ben c'est de nouvelles générations qui s'installent. Pourquoi? Parce que ben c'est un point d'inflexion dans l'histoire de la civilisation humaine où beaucoup de choses ont changé, mais on est revenu quand même aux valeurs neuroexistentielles et neuroémotionnelles. Et ça, c'est le plus important, je pense. Tous les médecins maintenant s'accordent à dire que un patient, ce n'est pas juste un bilan biologique, une clinique, un protocole. Non, c'est personnalisé, d'où ben, l'approche pour laquelle je suis en train de faire une tournée internationale. On a fait Oran, Constantine, puis Alger et enfin Sétif il y a juste du 25 au 29 mars. On a fait Tunis du 19 au 21 février. On espère faire Nice du 20 au 22 mai. Puis il y aura Casablanca du 2 au 5 juin. Il y aura après Montréal du 9 au 11 septembre. Il y aura par la suite Lausanne du 18 au 22 septembre. Et là, on va essayer de partager cette approche thérapeutique intégrative, globale, multidimensionnelle, holistique et personnalisée dans la prise en charge et la prévention du patient, donc de la bonne santé, prise en charge des maladies et prévention et surtout comment aller vers la bonne santé, comment aller vers le bien-être dans le savoir-être et le savoir-vivre, comment reconnaître l'entité individuelle, l'entité du couple, l'entité familiale, comment être en harmonie avec le cœur professionnel, le cœur sociétal, le cœur personnel, le cœur financier et le cœur spirituel. Et donc, dans tout ce contexte, avoir une nouvelle vision ben de la santé et aller de la pandémie SARS-CoV-2 à la pandémie de la bonne santé. Ça sera la bonne pandémie que tout le monde prend conscience. Et là, il y aura 4 volets. Donc, il y a l'accompagnement neuroexistentiel, l'accompagnement neuroémotionnel, la nutrition, l'orthomoléculaire, sans oublier la posture du thérapeute. Avec une Sabrina Ben Issaad, regardant dans les yeux, pupille à pupille, son patient, on ressent la posture du thérapeute qui va impacter son patient, d'où les résultats positifs qu'elle a eus. Donc, au-delà de l'orthomoléculaire, il y a la présence humaine qui fait la différence et ça c'est très important à retenir ce soir. Voilà. Donc, je remercie Dr Sabrina Ben Issaad pour cette excellente et émouvante conférence. Je remercie Dr Maha Chaib, toute l'assistance et je donne le mot de la fin au Dr Sabrina Ben Issaad. Voilà, avant de clôturer. Écoutez, merci beaucoup. Merci pour ce partage. Merci de m'avoir permis de m'avoir donné l'occasion de partager avec vous tout ce qui s'est passé. Bon, pas tout, bien sûr, c'était loin d'être exhaustif, mais c'était, je pense, l'essentiel. Et j'espère avoir, comment dire, pu lever certaines interrogations. Et merci pour la participation de tout le monde. Il y a eu beaucoup d'interventions qui nous ont permis d'enrichir le débat. Et merci à Maha Chaïb qui m'a qui a un Merci petit à peu vous. géré. Voilà. Merci à Ilyes, qui a, je le cite, qui a été très disponible dès le début, dès mes premiers questionnements. Qui n'a jamais hésité à répondre à mes nombreux mails. Parce que j'étais quand même hésitante, comme tout le monde, hein, comme toute personne qui a eu une éducation médicale très ou trop conventionnelle, on va dire. Donc, voilà. Et puis, j'espère que ces expériences, certes douloureuses, quand même enrichissantes sur le plan personnel, est arrivée à sa fin pour tout le monde, parce que il y a eu quand même beaucoup de souffrance de la part de beaucoup de gens. Et j'espère vous revoir pour des discussions aussi, tout aussi intéressantes.
Il y a le témoignage du docteur Asma Yandel qui a Oui. travaillé avec vous. Voilà. Oui. Oui, Oui, elle j'ai dit reconnu merci, le nom. docteur Benissat, pour tous les efforts fournis pendant cette pandémie. Je témoigne moi-même par votre dévouement et vos efforts. Ravie d'avoir travaillé avec vous. Voilà, merci Asma. Merci, merci, docteur Ça fait Yandel. plaisir. Voilà. Merci Donc, beaucoup. demain, on aura une personnalité qui a également travaillé sur le Covid et qui a partagé dès le début, en mars 2020, le protocole à base de vitamine C à 50 grammes par jour. Donc, on aura Dr Richard Chang en direct des États-Unis. Ce sera demain à 15 heures et on va parler d'athérosclérose. Donc, je vous invite tous à être présents. Donc, il y aura l'enregistrement en anglais. Asma Masbahi de Casablanca nous fera la traduction en direct. Et à la fin, Dr Richard Cheng nous rejoindra pour un débat, donc à partir de 16 heures environ. Donc, j'espère vous retrouver demain tous à 15 heures parce que sa conférence est très intéressante, très innovante. Et voilà, on essaie d'être toujours à l'avance et avoir la primauté des nouveautés. Voilà. Donc, je remercie tout le monde. Bonne soirée et à demain. Et encore bravo et merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.